Mesdames et messieurs, c'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Délivrez-vous parce que nous croyons fermement et furieusement dans le groupe Caraïbes que les livres ont ce pouvoir miraculeux et fabuleux de fabriquer de l'humanité. Nous croyons que les livres sont des vecteurs de culture qui peuvent améliorer nos sociétés. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission qui fait le culte de l'intelligence, cette émission qui honore la pensée complexe. En parlant de pensée complexe, en parlant d'intelligence, l'émission du jour sera consacrée à un phénomène de langage qui s'appelle la poésie. Cette poésie haïtienne qui vient de recevoir une énorme, une magnifique, une majestueuse récompense littéraire. Mesdames et messieurs, nous sommes à peu près 13 millions d'Haïtiens. L'un d'entre nous, il s'appelle Louis-Philippe d'Alembert. Il vient de recevoir le prix Concours de la poésie, qui est la plus grande récompense littéraire que l'on puisse obtenir dans l'espace francophone. Ça mérite nos applaudissements. Et à l'émission du jour, nous allons offrir une tribune à cet artiste du langage, à ce maître de la poésie, du roman et de l'essai qu'on appelle affectueusement et amicalement LPD, Louis-Philippe d'Alembert. Mesdames et messieurs, respirez, à tout de suite. Philippe d'Alembert, tu as vécu à Rome, à Jérusalem, à Berlin, aux États-Unis. Louis-Philippe, tu es un grand vagabond. Tu es le vagabond haïtien le plus célèbre, si ça se trouve. Dis-nous, ce prix Goncourt de la poésie que tu viens de recevoir, qu'est-ce qu'il doit au Bel Air, qui est l'un des premiers lieux de tes vagabondages? Effectivement, je suis né à la rue de l'Enterrement, à l'époque sous Duvalier, hein, qu'on appelait rue de la Révolution. Et il y a deux événements qui ont marqué cette prime enfance. D'abord, la rue de l'Enterrement, c'est la même rue de naissance d'un écrivain que j'adore beaucoup, que j'admire, qui s'appelle Jean-Claude Charles. Jean-Claude Charles est né et à la rue de l'Enterrement. Et donc, tu l'as dit aussi, à moins d'un an, je, pas moi, hein, parce que je suis encore bébé, la famille déménage suite au décès de mon père, déménage au Bel Air, où une partie de la famille maternelle avait des maisons. Donc, et je vais habiter pratiquement dans la même rue que Franck Étienne, ou plutôt son beau-père à l'époque. Et donc, ce Bel Air-là, je vais en fait y rester en tout et pour tout 5 ans à peine. Et avant que j'ai atteint mes 6 ans, la famille déménage et on va habiter à Delma. Delma, un endroit qu'on appelait à l'époque le deuxième cité Saint-Martin. Donc, et pourtant, c'est cette- ce quartier-là, qui n'était pas encore un quartier ghetto, comme on dit aujourd'hui, qui était un quartier, on va dire, populaire, certes, mais avec une partie de classe moyenne hein, qui y vivait. Et, et c'est ce quartier-là qui va me marquer, qui me marque pour plusieurs raisons, j'ai envie de dire, hein. D'abord, le fourmillement humain, le grouillement de gens et de tous horizons qu'on trouve au Bel Air. Euh, c'est là que je découvre le monde aussi, que j'ouvre les yeux pratiquement sur le monde. Euh, et comme dans mon travail d'écrivain, il y a une bonne partie de ce que je fais, de ce que j'écris, qui est partie de l'enfance, qui est partie de cette prime enfance-là. Ce que j'appelle une ouverture au monde, ce que j'appelle un univers un peu spirituel, mon admiration pour les femmes, par exemple, la dette que j'ai envers elles. Donc, je crois que tout ce que j'ai écrit par la suite, en grande partie, vient de là, vient de cet espace-là, de ce quartier-là, et de ce que j'appelle plus loin le pays-temps. Pour moi, c'est un temps, c'est une époque donnée, mais c'est en même temps, c'est un pays, parce que c'est un pays dans lequel
je n'ai jamais pu revenir, je ne pourrai jamais revenir, en fait. Donc, je crois que mon travail entier, pas uniquement et ma poésie, mais tu l'as dit, le roman, l'essai, tout ce que j'écris ou je fais part de là. C'est-à-dire que c'est comme si j'écrivais avec mon bureau installé toujours dans cette partie du pays, en fait. Mais dans cette enfance, Élie Philippe, tu aurais pu embrasser un autre métier. Pourquoi la littérature? Je crois, c'est toujours difficile d'expliquer ce genre de choses, hein, mais après, a posteriori, je dis, on cherche des explications et qui sont à la fois vraies et fausses, parce que ça finit par faire partie de la mythologie, et j'ai envie de dire, de chaque individu, de chaque être humain. On trouve des explications tout à fait réelles, hein. Par exemple, je suis d'une famille, comme tu l'as dit et tout à l'heure, d'une mère institutrice qui lit beaucoup et qui connaissait, comme beaucoup d'Haïtiennes et d'Haïtiens, des poèmes par cœur, qui récitait en permanence des poèmes à la maison en vaquant à ses occupations. Je me rappelle toujours des poèmes qu'elle disait, un poème dans lequel Toussaint et l'ouverture demandait à Napoléon Bonaparte pourquoi il l'avait enfermé au fort de Joux en l'empêchant de voir sa femme et ses enfants, ou bien ou des fables de La Fontaine, par exemple. Et puis une grand-mère aussi qui était souvent à la maison, une grand-mère maternelle, qui, elle, ne jurait que par deux ou trois livres. D'abord la Bible, donc quand elle nous voyait dans la rue en train de jouer avec les autres, ça veut dire qu'on n'avait rien à faire, donc elle t'appelait, elle te mettait dans la main. Ou, ou ce livre-là, ou surtout un autre livre, je ne sais pas, pour les générations suivantes, si ce livre a été aussi important, qui était l'instruction civique et morale. Donc cette instruction Mhm, mhm. et morale, donc on devait déjà, on en avait, on l'apprenait à l'école, mais on avait une deuxième couche avec ma grand-mère à la maison. Donc c'est en même temps tout ça qui va créer, j'ai envie de dire, mon amour et pour la littérature, pour l'écriture, mais aussi un attachement quelque part viscéral à ce pays qu'on nomme Haïti. Et que, bon, bien sûr, chacun peut expliquer ça d'une façon ou d'une autre, le fait d'y être né, d'y avoir grandi, mais le livre Instruction civique et morale nous disait aussi les devoirs que nous avions en tant que citoyens par rapport à ce pays-là. Pour un enfant, ça marque beaucoup. C'est quelque chose qui marque et qui finit par s'imprimer quelque part dans ton esprit. Et puis qui dit Bel Air dit aussi, pas trop loin de la cathédrale, hein, de la place de la cathédrale, où on vendait un certain nombre de livres, mais de tout. On pouvait trouver des livres de philosophie, des livres de ce qu'on appelait à l'époque la bibliothèque rose, ou encore des cow-boys, ce qu'on appelle les cow-boys, les bandes dessinées. Donc, c'est tout ça mis bout à bout qui a fini par créer en fait une forme, une espèce d'univers et qui fait que justement au moment où, pas loin de mes 6 ans, où la famille va déménager, j'ai vécu ça comme une rupture, quelque chose de très douloureux, parce que le Bel Air, pour moi, je ne pouvais pas y retourner si je n'étais pas accompagné d'un adulte, hein. Et comme Mhm. les adultes n'y allaient pas tous les jours, donc forcément, je le voyais comme une espèce de paradis perdu, en fait, ce quartier-là, où j'ai fini par verser les trésors, j'ai envie de dire, de mon imagination. Et ce qui me frappait souvent, parce que en haut, tout à fait en haut de la rue Tirmas, on voyait au loin la mer. Et cette mer, c'était quelque chose de fascinant pour moi. Déjà, il y avait la foule des gens qu'on voyait en bas vers le marché de la Croix des Roussalles qui était en bas, mais plus loin, au-delà du marché, il y avait la mer que je voyais. Et la mer me fascinait.
Et je voyais toujours, et parfois des bateaux qui passaient comme ça, qui entraient, qui sortaient. Je me demandais tout le temps, où est-ce que vont ces gens-là? D'où est-ce qu'ils viennent? Et tu vois, donc c'est tout ça qui a fini par Ouais. créer C'est quelque vrai que la part. mer est très présente dans ton œuvre. C'est Oui, une tout à fait. constante, en effet. Mhm. LPD, tu es là? Oui, je suis là, je t'écoute. Oui. Alors, dans Cantique du balbutiement, l'un de Oui. tes derniers recueils de poèmes, on sent que la météo du texte change par moment. Alors Mhm, oui, tu vas me dire que les poèmes n'ont pas été écrits au même moment, mais je mhm, dénote quand même chez toi une malice littéraire, un parti pris pour un style non uniforme. mhm. Oui, il y a 2 choses. C'est-à-dire, c'est un recueil qui est quand même assez long, pardon, et dans ce recueil, comme dans beaucoup de mes recueils, il y a souvent un long poème, un très, très long poème dans le Cantique du balbutiement, et long poème s'appelle d'Île, enfance Caraïbe. Donc, où je reviens sur la thématique de l'enfance, où je reviens justement sur le Bel Air, où je reviens en partie sur Delma. Et ce long poème-là est tout à fait uniforme. C'est un poème qui fait une quarantaine de pages et à peu près. Et c'est ce poème qui constitue l'ossature, j'ai envie de dire, du recueil. Et à partir de cette ossature-là, donc je vais rajouter un certain nombre de poèmes, comme tu l'as souligné, qui ne sont pas tous écrits à la même période de ma vie, mais qui regroupent, qui rejoignent plus ou moins cette thématique de l'enfance. Ce n'est pas par hasard que le recueil s'intitule Cantique du balbutiement. Le balbutiement, pour moi, c'est justement le moment de l'enfance, l'âge tendre, le moment où on entre dans la vie. Mais il y a le poème et phare du recueil d'Île Enfance Caraïbe qui est là, qui donne son, et qui constitue le socle du recueil. Voilà. Et dans ce recueil, il y a des poèmes écrits à Berlin, d'autres à Paris, certains poèmes en Haïti. J'aimerais te demander, est-ce que chaque ville porte une inspiration particulière ou est-ce que, d'après toi, l'inspiration dépend seulement du poète? J'ai envie de voir, est-ce que les villes exercent une influence sur la qualité du texte qui t'est inspiré? Ça peut arriver, mais ce n'est pas vraiment de là que je pars, en fait. Mon rapport à la poésie j'ai envie de dire, dans le spontané, dans l'immédiateté, quelque part. Hein. C'est ce qui fait quand j'écris un texte poétique, c'est peut-être parce que je suis en train de lire d'autres poètes et ces poètes-là, je peux les lire n'importe où, mais c'est peut-être aussi par moments parce qu'il y a quelque chose qui arrive comme une espèce de fulgurance, hein, et cette fulgurance-là, je vais et traduire en poème, en poésie. Bien sûr, je reviendrai là-dessus quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, ou voire quelques années plus tard, mais il y a cette immédiateté-là. Hein, c'est comme un besoin comme un désir presque irrépressible hein, qui sort de moi, qui jaillit comme ça, et c'est ça qui va finir par faire un poème. L'envie de dire quelque chose sur le moment, quelque chose que je ne peux presque pas contrôler, si tu veux. Et, donc, ce n'est pas la ville en elle-même, ce n'est pas le lieu où je suis qui va dicter euh, le poème, même si ça peut arriver. Ça peut arriver pour peut-être un coup de cœur, quelque chose que je vois dans la ville qui va me fasciner. Ou je me rappelle ainsi un poème intitulé Dunes, les dunes de sable, où j'ai écrit dans le désert d'Aswan en Égypte. Et ça fait exactement une trentaine d'années. Et et là, c'était la première fois que je mettais les pieds dans le désert. Et je mettais les pieds dans le désert, et c'était un désert de sable. Il faisait autour de 48, Aïe, 50 aïe, aïe. degrés. Et c'était vraiment, il y a quelque chose, pendant 4 heures, on roulait dans une voiture en plus sans air conditionné. Et Mhm. donc, là, pour le coup, le rapport à l'espace
a été à l'origine, si tu veux, de la création de ce poème intitulé Dune. Donc il y a des lieux comme ça, ou un autre endroit, un moment à Jérusalem, où je me suis retrouvé euh, au Mont des Oliviers, justement, où donc il y a un certain nombre de lieux qui sont là, qui, on ne sait pas pourquoi, ça vient peut-être de notre enfance, ça vient et peut-être des choses qu'on a lues, ça vient peut-être d'une certaine forme de spiritualité qui, dans laquelle on a baigné pendant toute notre Mhm. enfance. Hein. Et c'est ça qui va faire en sorte que ça sort. Mais ça, c'est vraiment une toute petite partie de mon travail d'écrivain ou de mon travail de poète, en fait. Tu viens de recevoir le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de ton œuvre poétique. Cela signifie qu'on a récompensé ta vision de la poésie. Alors, de quoi est-elle constituée ta conception de la poésie? Qu'est-ce que ta poésie d'Alembert? Qu'est-ce qui fait ta sauce poétique? Oui, ça, c'est des questions toujours très complexes, hein. Et j'ai commencé à y répondre tout à l'heure quand je parlais d'immédiateté, en fait, donc quand je parlais Mhm, d'urgence. Il y a un mot de l'écrivain martiniquais Édouard Glissant qu'il a beaucoup utilisé, irruer, quelque chose qui sort comme ça, qui surgit. Hein. Donc, mhm, ma poésie, justement, dit aussi, je crois, mon rapport au monde, dit pour moi, c'est un lieu d'ouverture, vraiment, d'ouverture au monde. C'est un lieu de ressenti personnel dans ce qu'il y a de plus profond. C'est le lieu, par exemple, où j'emploie plus facilement la première personne, beaucoup moins dans ma prose, par exemple. Hein. Et donc, c'est d'une part mon rapport au monde, ça dit cette ouverture mhm, au monde, ça dit cette urgence aussi de dire les choses, en fait, qui me préoccupent et qui doivent sortir sur le moment. Mais ça dit quelque chose d'encore plus intime qui est quelque chose qui est très proche de moi-même, de mon être, de mon corps, la musique que je trimballe avec moi, vous savez. Et tu sais, chaque personne a une sensibilité particulière, une musique particulière qui fait que si on prend Anthony Phelps, par exemple, eh bien, sa musique va être différente de celle de René de Pestre ou de celle de René Philoctète, par exemple. Donc, mhm. c'est c'est ce côté-là qui est en moi, cette musique-là, mais une musique qui me vient justement de ce que j'ai pu avoir pris en Haïti, de cette prime enfance dont je parlais, des lectures que j'écoutais de poèmes très classiques, et ma mère par exemple, et de ce que j'ai pu étudier à l'école, mais de ce que j'ai découvert par la suite, aussi bien par la rencontre avec les gens, mais par Mhm, et le fait d'avoir justement voyagé et découvert d'autres poésies du monde, par exemple. Il y a des poètes étrangers, pour citer des poètes étrangers, et il y en a comme le cubain Nicolas Guillen, par exemple, qui a une touche, qui a une musique qui va être très différente de celle d'un Aimé Césaire, par exemple. Ou, mhm. ou l'Italie, où j'ai beaucoup vécu, eh bien, des poètes comme Cesare Pavese ou encore Giorgio Caproni, ce sont des poètes qui m'ont beaucoup marqué et au moment où moi j'écris, eh bien, j'emprunte sans le savoir à ces écrivains-là et toutes ces influences-là vont faire synthèse, j'ai envie de dire, une vision de ce que peut être la poésie, hein, et en même temps une musique particulière. Si je prends aussi, par exemple, ces dernières années, j'écris de plus en plus des poèmes qui sont comme des espèces de petits textes, de petits récits. Hein. Donc, Mhm. il y a un poète colombien qui s'appelle Alvaro Mutis, qui est un poète très narratif, par exemple, ou même un chanteur que j'ai adoré longtemps dans mon enfance, c'est Jacques Brel. Donc, ce sont des poètes qui m'ont beaucoup marqué. Et bien sûr, ou encore quelqu'un comme Louis et Aragon. Et Mhm. on me dira bien sûr peut-être que
Et pour quelqu'un qui parle beaucoup des femmes, on n'a pas, je n'ai pas cité beaucoup de En et effet, c'est vrai que parmi ces poètes-là, ceux qui m'ont marqué au départ, c'était des poètes, malheureusement, c'était que des hommes. Par la suite, les femmes ont beaucoup plus marqué en prose. Hein. Je ne vais pas, comment dire, parler de Marie-Vieux Chauvet ou Marguerite Duras ou encore l'italienne Elsa Morante ou tant d'autres comme femmes. Mais c'est en prose plus, les femmes ont plus marqué en prose qu'en poésie. j'imagine quand tu écris Louis-Philippe d'Alembert, tu as une préoccupation esthétique. C'est-à-dire, tu te demandes, tu es peut-être même travaillé par ça, est-ce que le texte que tu es en train de produire, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il est de qualité? Donc, depuis tes lunettes de créateur et de lecteur, Louis-Philippe d'Alembert, quand est-ce qu'un poème ne fonctionne pas? Quand est-ce qu'un poème ne fonctionne pas? Je ne sais pas, mais c'est quand un poème fonctionne pour moi. C'est, Mhm, et j'ai bien aimé aussi que tu aies mêlé les lunettes de créateur et de lecteur. Parce que mhm, pour moi, un créateur, c'est aussi, je dirais même d'abord et avant tout, un lecteur, un très grand lecteur. Donc, moi, c'est quelque chose qui, j'ai envie d'en revenir aux fondamentaux, hein, à Verlaine, de la musique encore et toujours, de la musique avant toute chose. toute chose. Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est cette musique-là, cette petite note qui va faire qu'un poème, je vais le retenir ou pas, ou ça va fonctionner pour moi. Il y a un certain nombre de poètes ou de poétesses qui ne me touchent pas pour moi, parce que ce sont, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un exercice de style ou quelque chose de très cérébral. Moi, je suis à la recherche d'une musique, D'une émotion, d'une ouais. émotion et qui va, d'une émotion, mais une émotion créée, portée par la musique. C'est cette OK. musicalité Mhm. qui va faire que je vais retenir, comment dire, ce texte-là. Et tu vois, c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que dès qu'on lit le premier vers et, et c'est comme si ça s'enchaîne tout de suite. Il y a le deuxième qui arrive, il y a le troisième qui arrive. C'est comme si on tirait le bout d'un fil d'une pelote. Et tu vois? Donc, c'est-à-dire que Mhm. c'est ça qui fait que le texte va et, retenir quand on prend, c'est pas aux Haïtiens que je vais apprendre et, des textes comme Tu n'avais pas 16 ans quand et Tu disais venir du Danakil et que des blancs pervers. un cavet d'anis de whisky en ce dancing fumé de Casablanca. Mhm. Et tu vois, quand, comment dire, ce sont des textes, il y a tout de suite quelque chose hein, qui te met Qui te prend à la gorge. te prend à la gorge, qui te prend au trip plus qu'à la gorge, qui te prend au trip, qui te prend, Mhm. qui fait, qui te fait sentir, comme on dit souvent, des papillons dans le ventre où tu as envie. Et quand tu prends de pestre, par exemple, quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que Mhm. c'est tout ça qui fait que, paf, tout de suite, le texte va Ouais, ça te prend dans les tripes, en effet. Je ne viendrai pas ce soir, tisser au fil de ton surpris de ton regard, regard, des heures des d'amour, heures d'abandon, de tendresse et tendresse d'amour. d'amour. Et Ouais, donc, ce sont ces poèmes-là qui font que tout de suite, là, tu ressens quelque chose. Et lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Donc, c'est Victor Hugo. Donc, Victor Hugo, hein? il y a quelque chose qui fait que, pour moi, c'est ça. C'est ça qui fait fonctionner un poème, cette émotion-là, quelque chose qui te prend tout de suite et tu as envie, comment dire, d'aller voir plus loin. Et Ouais. Et c'est, tu sens, LPD, que tu es face à une entité. C'est comme si le poème était une entité. oui, oui, c'est une entité, c'est pas comme si, c'est une entité, justement. Mhm. Et, et c'est ça qui te retient et qui te parle et qui fait que qui te bouleverse, tu ne sais pas Mhm. pourquoi.
Et c'est, pour moi, c'est là qu'un poème fonctionne vraiment par rapport à la question que tu m'as posée. Voilà, LPD. Je rappelle à nos téléspectatrices, à nos téléspectateurs que vous suivez l'émission Délivrez-vous. Nous avons le plaisir, le bonheur de recevoir Louis-Philippe Danambert, le prix Goncourt de la poésie 2024. Nous allons observer une toute petite pause. On vous revient dans quelques instants. Il s'étirait dans sa démesure Caraïbe, lancé à pleine berzingue, sans bride ni harnais. Le préfet, comme la générale, avait remballé leurs préceptes, laissant l'enfance et le peuple souverain de la rue des Remparts à l'antique cathédrale, de la chapelle du perpétuel secours à la rue des Pucelles, laissant le peuple rameuté au passage, la déesse centenaire de la liberté plantée au mi-temps des quatre chemins, la cariatide tournée vers la mer Caraïbe, laissant le peuple le temps d'une victoire pactisée avec l'éternité. Ça, D'Alembert, et dans les lectures, j'ai des moments jouissifs. Et cette formule, pactisée avec l'éternité, j'ai envie de la déplacer du contexte du poème pour te demander ta définition de l'humanité. Pour toi, un être humain, est-ce une entité qui souhaite pactiser avec l'éternité? Oui, oui, je dirais oui, et quelque part parce que on a tous et toutes envie de laisser des traces de notre passage sur cette terre. Il y en a qui le font, qui vont léguer un savoir-faire. Et il y en a d'autres qui, comme nous autres artistes, écrivains, qui vont essayer, qui espérons laisser une trace à travers ce qu'on fait comme travail, hein, donc la littérature ou la musique ou la peinture ou d'autres, et ainsi de suite. Donc, parce que sinon, quel sens aurait une existence humaine sans ce besoin, hein, de laisser des traces. Parce que quand on regarde bien la, l'être humain, il vient sur Terre, il naît sans avoir demandé à venir sur Terre. Et il va mourir Mhm, aussi sans, souvent sans avoir envie de mourir. mhm. Et donc, on se demande quel sens a cette existence-là. C'est-à-dire qu'on arrive et quelque part, on n'a pas demandé à venir. Et ce n'est pas comme si Et, on et, prenait, ouais, et on ne veut pas en partir, comme tu le disais. voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on prenait une voiture, un bateau ou un avion, on allait quelque part. Non. Et à partir du moment où on est là, il s'agit pour nous d'assumer. Mais on a envie de se dire que finalement, il va rester quelque chose. Les gens qui croient en Dieu et, rêvent d'un paradis ou du paradis, hein, et ils se disent que si je me comporte de telle ou telle façon sur terre, donc je vais pouvoir, comme disent les chrétiens, hériter du royaume des cieux. Mais pour ceux qui ne croient pas, par exemple, en Dieu, pour ceux qui sont agnostiques ou ceux qui sont complètement athées, eux aussi, ils, ils, ils ont en eux une forme de spiritualité, sinon un besoin quelque part de laisser des traces. Et la question que je me pose, s'il n'y avait pas ce besoin de laisser des traces pour l'être humain, quel sens aurait cette vie-là? Et tout à l'heure, tu as dit au départ, c'est vrai que j'ai travaillé, j'ai fait une thèse en littérature comparée sur l'écrivain cubain Alejo Carpentier. Et Carpentier disait dans Le Royaume de ce monde, qui est un roman sur la révolution haïtienne, le personnage principal, Tinoël, arrive et en fin de vie, Tinoël, qui a connu, comment dire, l'esclavage et qui voulait un système, et j'ai envie de dire, meilleur en tant qu'être humain, hein. Donc, il va laisser l'esclavage. Il arrive à l'indépendance d'Haïti et il va connaître le royaume très dur du roi Henri Christophe après la République de Pétion, et là, toujours dans sa condition d'homme de peu, hein, de quelqu'un qui fait partie du petit peuple et qui n'arrive toujours pas à trouver sa place dans le monde. Et à un moment donné, Mhm, il va à travers le vaudou, il va dire que tiens, je voyage sous l'eau, je me transforme en animal. Il va se
transformer en roi, en roi OIE, en roi. Et là, il se rend compte que quand tu te transformes en animal aussi, les animaux ont leur juridiction, ils ont leur hiérarchie. Et lui, comme il est le dernier arrivé dans cette hiérarchie-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va subir les courroux du chef de meute et il va redevenir homme. Et c'est là qu'il prendra conscience en tant qu'être humain que le devoir de tout être humain, c'est justement de travailler, de laisser la terre, de laisser le pays, Haïti, au nôtre, hein, dans une condition meilleure et qu'on ne l'a reçu en arrivant. C'est-à-dire que nos ancêtres nous ont transmis un pays, notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que ce pays qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants soit dans une meilleure situation. Et donc, c'est ça qui donne sens à la vie et c'est ça qui Mhm. fait que, quand on parle d'éternité, l'éternité, j'ai envie de dire, c'est la somme de toutes ces vies-là, de tous ces héritages, de toute cette transmission qu'on se lègue de père en fils, de mère en fille, et faire en sorte que ce pays-là, ou cet endroit-là, subsiste après nous. Voilà ce que j'appelle l'éternité. Et, et dans ce processus LPD, tu écris gravement dans le Cantique du balbutiement, car en toute chose, il faut dignité garder, la seule vérité de la vie. Hors des commérages des malparlants, des professionnels de la médisance, ça j'ai adoré cette formule, les professionnels de la médisance, du venin des aînés mieux lotis, incapables de comprendre son goût, pour les sans le sou, les sans sale, les propres à rien. Alors, vraiment pour te taquiner dans l'entretien, il y a donc des professionnels de la médisance LPD. Oui, là, tu sais, c'est un peu dans ce long poème qui mélange un peu tout. C'est le côté haïtien qui reprend le dessus, quoi, qui refait surface. Et je me suis amusé à écrire ce texte-là, à retrouver un certain nombre d'expressions, hein, très haïtiennes. Quand je parle de sang sale, par exemple, on ne trouve qu'en Haïti. Au Donc, sans le sou, quand tu dis les sans le sou. oui, Sanso ou les malparlants, les Mhm. malparlants, etc. Donc, pour moi, je pensais à ça, des gens qui passent leur temps à dire du mal des autres, mais au lieu de vivre leur vie, en fait. Donc, je m'étais replongé dans cette enfance, justement, au Bel Air, où tout le monde entrait chez tout le monde, savait tout de tout le monde, et bien sûr, à l'école portait des informations qui n'étaient pas forcément vraies. Et c'est ça qui m'a un peu stimulé, poussé, et, comment dire, pendant que j'écrivais ce poème-là, en fait. Alors, petit conseil de Louis-Philippe d'Alembert, mesdames et messieurs, vous qui suivez, délivrez-vous, ne soyez pas des professionnels de la médisance, soyez des êtres de bonté et de lumière. Mais LPD, certains reprochent à la poésie contemporaine son abstraction, son inévidence. Est-ce que toi, tu te qualifies comme poète contemporain? Si oui, quelles sont tes armes pour défendre l'abstraction? Mais je crois que de toute façon, par la force des choses, je suis un poète contemporain. C'est-à-dire, je suis de mon époque, je suis de mon temps. C'est-à-dire, Mhm. je suis quelqu'un qui écrit avec un héritage. Et cet héritage, à partir duquel j'écris, ce ne sont pas uniquement les poèmes classiques que j'ai pu apprendre à l'école, hein, et dans le secondaire, au petit séminaire collège Saint-Martial ou ailleurs, ou que je vais apprendre un peu et plus tard à l'école normale supérieure. Mais c'est aussi le fruit de textes beaucoup plus modernes que je découvre justement à l'université, de textes que je découvre grâce à des amis ou à des rencontres fortuites et qui vont me permettre de découvrir d'autres textes. Mais ce qu'on appelle justement abstraction, moi, L'abstraction, voilà. je pars d'abord du principe de ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais de musique, hein. Au départ, il peut y avoir un certain nombre de textes. Quand on prend un poète, je vais prendre deux poètes caribéens, même trois. Quand on prend un poète comme Anthony Phelps, par exemple, qui est un poète haïtien,
Donc, bien sûr, tout le monde connaît mon pays que voici, qui est plus ou moins Mhm. linéaire, et là, tous les Haïtiens peuvent avoir des points de repère pour entrer dans ce poème-là. Mais il y a d'autres textes de Phelps qui sont moins facilement abordables. Et quand on prend un autre poète comme le Martiniquais Aimé Césaire, il y a un certain nombre de textes, donc c'est des poètes surréalistes, hein, et où qu'on ne comprend pas de prime abord. Quand on prend un autre poète qui est né aussi en Guadeloupe, Saint John Perse, hein, Saint et John Perse. Hein? vent, C'est pas c'était un poète évident, en effet. pas du tout évident. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde et qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient de garde ni mesure et nous laissaient hommes de paille en l'an de paille sur leur terre, sur leur air, pardon. Donc, quand on prend par exemple ce texte-là, au départ, on ne comprend rien. Mais il y a une telle musique, il y a un tel lyrisme, un tel souffle. C'est ce que j'allais te dire, LPD. Est-ce que c'est pas ça qui fait la force de cette poésie? C'est justement cette incapacité à saisir tout de suite ce qui se dit, mais d'être Voilà. touché quand même. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là qui nous entraîne et on se laisse porter par cette musique-là. Et plus tard, on va découvrir autre chose. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais cité ces vers de la musique avant toute chose, de la musique encore et toujours. Mhm. C'est-à-dire Saint John Perse, justement, quand on entre dedans, c'est un souffle, c'est un lyrisme qui nous porte et on ne comprend pas tout de suite. Et puis, au fur et à mesure, on va finir par presque, j'ai envie de dire, décoder, hein, ce que le poète essaye de dire, quoi, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, cette abstraction, effectivement, on peut ne pas comprendre tout de suite, mais quand Mhm. on est emballé, c'est comme la rencontre avec un être humain, hein, avec si, disons une rencontre amoureuse, on voit quelqu'un, on ne connaît pas la personne du tout, mais on est attiré par cette personne-là. Et au fur et à mesure, il va falloir apprendre il va falloir pratiquer cette personne, à décoder cette personne et Pour la connaître, en effet. pour la Mhm. connaître au Alors, fur et à mesure. alors, LPD, comme écrivain, comme créateur de sens, tu mets en circulation dans l'espace public une parole et ton lectorat a un horizon d'attente. J'aimerais te dire, toi, comme écrivain, qu'est-ce que tu attends du monde? Qu'est-ce que j'attends du monde? Je dirais que de là d'où je viens, justement, d'un pays comme Haïti, d'un quartier ou de 2 quartiers, Mhm. de plusieurs quartiers de Port-au-Prince, et ce qui a fini par créer ma sensibilité d'homme, une sensibilité politique aussi, que je n'hésite pas à qualifier de gauche et comme, on le même si ça aujourd'hui, ça peut paraître un peu dépassé, de là d'où je viens, de tout ce parcours-là, j'attends toujours plus de justice dans le monde. C'est-à-dire que je rêve plutôt d'un monde plus juste, en fait. D'un monde où ce qu'on appelle les gens de peu, hein, le petit peuple, comme on dit parfois en Haïti, puisse euh, subvenir à c'est encore le cas en Haïti et dans d'autres, malheureusement, dans beaucoup d'autres pays du monde. C'est-à-dire que cette justice sociale, hein, pour moi, c'est quelque chose qui m'accompagne partout et de tout temps, et c'est ce qui va expliquer parfois certains de mes livres. Hein. On prend un roman comme Mur Méditerranée, où je parle des migrants, ou Milwaukee Blues, où je parle des violences policières contre les Noirs aux États-Unis, par exemple, ou même, comme on dit tout à l'heure, que citais mon premier roman, Le Crayon du bon Dieu, n'a Le pas de crayon du bon Dieu n'a pas de gomme. Moi, j'avais 16 ans, j'étais au lycée Toussaint et j'ai donc, lu ce roman LPD qui m'a bouleversé. Je me suis dit, comment ça se passe que des gens puissent vivre ainsi, dans de telles conditions, dans les quartiers populaires de ce pays? Et on et était voilà. plusieurs au lycée à adorer ce roman. Et c'est ça qui me motive d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'attends plus de justice sociale. Plus de Et, justice sociale. et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour moi en tant qu'être humain d'abord, et aussi même en tant que, comment dire, qu'écrivain. Voilà ce que j'attends du monde Il aujourd'hui. faut que les gens puissent vivre dans la dignité. Alors, on le sait, LPD, tout artiste, tout écrivain est quelque part un tourmenté.
il y a quelque chose dans la marche du monde qui vous décoiffe, qui vous tourmente. Toi, LPD. On est deux sur ce plateau. Hein. On n'est que deux, personne ne nous écoute, personne ne nous regarde, fais-nous une confidence. Qu'est-ce qui te tourmente à tel point pour que tu produises une œuvre aussi importante, aussi colossale? Tu n'as pas écrit ni deux livres, ni trois livres. Mais qu'est-ce qui te tourmente à ce point? Je ne sais pas, en fait, est-ce que j'appellerais ça tourment? Euh, je rêve tout à l'heure, je parlais de monde plus juste, plus digne aussi pour tous et toutes. C'est vrai que j'ai longtemps été, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, quelqu'un de solitaire. J'ai été un enfant assez solitaire, malgré une fratrie, malgré les amis, malgré mes connaissances. Et je crois que c'est le regard que je portais sur le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui... S'il y a une chose que je déteste souvent, c'est de me mettre en avant, en fait. Je préfère rester un peu à l'écart, en arrière, et regarder le monde, je crois. Et c'est ça, ce n'est pas un tourment, en fait. C'est plutôt, je dirais, de la réserve, et c'est ma manière aussi de dire mon être au monde. Hein. C'est-à-dire le fait d'écrire et de produire un certain nombre de textes, c'est ma manière de dire mon être au monde, de dire, tiens, je suis là. Et c'est peut-être aussi, il y a l'écrivain cubain, pardon, colombien Gabriel Garcia Marquez, justement, qui disait qu'il écrivait pour être aimé. C'est peut-être aussi ma façon de dire et aimez-moi. Je ne sais pas hein, si on est vraiment dans l'intime. C'est en tout cas de laisser une trace. Mais tu as raison, LPD, c'est Castra qui écrivait aime-moi comme une maison qui brûle. Est-ce que tout écrivain porte cet espoir hein, d'être aimé comme des maisons qui brûlent? Brûle, oui, parce que je le Pour crois, je partagerai l'intensité. volontiers ce vers avec Georges Castra. Et il y a ce besoin-là, il y a ce côté-là, il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas, mais il y a aussi cette envie de laisser une trace. Et même si Laissez on ne l'assume pas, on ne le dit pas. Et on a envie de laisser une trace, de transmettre quelque chose aux de générations. pactiser avec l'éternité, carrément, LPD. Voilà, de pactiser avec cette éternité-là pour moi. Mais cette Et formule, je vais te la pas, voler, hein. oui, Pactiser avec l'éternité. vas-y, mais pas à n'importe quel prix. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas pactiser avec le diable non plus. Voilà, on va pactiser avec l'éternité, avec la bonté, Voilà, avec la la générosité, la générosité. grandeur d'âme. Voilà, la Ce sont les générosité. pactes à faire en ce moment. Voilà, pour moi, la générosité, c'est ce qu'il y a de fondamental et ça me ramène à mon enfance, à ma grand-mère et maternelle où on pouvait vivre des moments difficiles, mais ça me frappait, me fascinait, qui traitait tout le monde hein, de la même façon et qui traitait que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit noir ou mulâtre, mais tout le monde était traité par ma grand-mère de la même façon et Dans la dignité. dans la dignité, sauf si cette personne-là, par la suite, ne méritait pas, comment dire, cette dignité-là. Et qui toujours pensait aux gens de peu et aux gens qui n'en avaient pas. Et cette générosité-là, je crois que c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Je ne la pense même pas. Ça participe de l'éducation que j'ai reçue, en fait. Des gens meurent. On tue dans ma ville à bout portant. Personne ne dit mot. Partout, on tue à bout portant. Ici, ailleurs, partout, avec les plages pour témoins, complices indifférentes de nos silences nus, ces murs hautains sans nul écho, ni l'enchevêtrement des bidonvilles. Partout, on tue. Et ce sont les enfants qu'à bout de cris et de pleurs, on raccompagne à la poussière. C'est leur sang qui ensemence la terre et la fait bourgeonner de roses d'amertume. À flanc de jour et de nuit,
Les enfants meurent dans ma ville, partout, à fleur de neige et d'océan. Les enfants meurent, personne ne dit mot. Il en faudrait pourtant des mots qui envahissent les rues, pleins d'exaspération et de colère, hormis la compassion dont on ne sait que faire. Des mots de rage en abondance pour dire ça suffit, les tripes de mille en petites tresses cordées, des mots qui sautent à la gorge des prédateurs et les laissent à bout de souffle. Des mots sans larmes, si ce n'est armé des foudres de nos yeux, des éclairs de nos poings. On tue des enfants dans ma ville, partout on tue. Personne ne dit mot, personne, si ce n'est la plainte sourde des mères et des pères, les yeux secs d'impuissance. On tue lamentablement dans ma ville, poète, et ce sont les enfants qu'on enterre. Même tes mots se sont tus. Dans ma ville, à bout portant, on tue des enfants. Par toute la terre et tous les flots, les enfants meurent sous des mains assassines. Et le soleil, chaque matin, continue de briller. Ça, c'est un poème qui m'a beaucoup touché, LPD. Et c'est vrai qu'en Haïti, nous assistons à ça, où des enfants meurent, où aujourd'hui des enfants aussi donnent la mort. Oui, C'est tout à fait. ça le paradoxe maintenant que nous vivons en ce moment. Hein? Oui, et c'est ça qui est le plus triste aussi. C'est-à-dire que quand on est marqué comme ça, en, en étant un enfant, en ayant vu, comment dire, la mort de près, la mort des siens, et en ayant vécu, en échappant presque quotidiennement et à la mort, on finit par banaliser tout ça. Et on finit par la vie d'un être humain finalement, pour soi, n'a plus aucun prix parce que la mienne ou la sienne n'a pas de prix. Et c'est ça qui est triste et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste aujourd'hui en Haïti, et il ne s'agit pas de quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, qui vient justement de cette maltraitance de ces enfants des rues, des gens pour lesquels la vie dont la vie, pardon, n'avait aucun sens, aucun intérêt aux yeux des élites. Et c'est aujourd'hui ce qui se produit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération spontanée comment dire, dans ce genre de cas, et c'est ça qui est grave. C'est ça qui fait qu'on est en train d'assister à quelque chose qui nous dépasse et qui, malheureusement, prendra du temps, mettra du temps à se résorber, en fait. C'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui va disparaître avec claquement de doigts. On peut le mettre sous boisseau, par exemple, hein, parce qu'on aura rétabli une certaine sécurité, je l'espère de tout mon cœur. Mais une fois que cette sécurité sera rétablie, ça ne suffit pas pour autant que le problème sera résolu. Il faudra s'attaquer à ce moment-là à la résolution de ce problème-là. Et, Hmm? et c'est ça le plus important parce que sinon, on continuera à assister à la mort des enfants et à des enfants qui donnent la mort dans ce pays et dans d'autres endroits du monde. LPD, on avance vers la fin de l'entretien, mais il y a beaucoup de parents qui regardent cette émission, il y a beaucoup de jeunes écoliers qui regardent cette émission, beaucoup de jeunes écoliers qui sont dans un certain désespoir et dans ce désir presque maladif de lester ce pays, des enfants, des adolescents qui sont dans une haine d'Haïti, vu le contexte macroéconomique, vu le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons. Je te demande de t'adresser à des parents et à des adolescents qui vivent dans des ghettos en Haïti en ce moment. Tu es le prix Goncourt de la poésie. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette partie d'Haïti? En fait, sincèrement, je ne me sens pas, comment dire, en droit de dire quoi que ce soit et comme quelqu'un qui aurait été un donneur de leçons, tu vois, d'autant que je suis à l'étranger, je suis tranquille, bien installé chez moi, je ne crains pas, je ne crains pas de balles perdues et je ne crains pas d'être kidnappé en sortant à l'extérieur, par exemple. Et donc, je me sens mal placé pour dire, mais en même temps, en tant qu'Haïtien, chaque fois, je le dis souvent, que ce pays saigne, c'est le cœur de nous tous.
qui saigne. Et même de l'étranger étant, j'ai mal à ce pays. Hein? Je peux me lever un matin comme ça où je me sens pas bien, tout simplement parce que je pense à Haïti, parce que je lis tous les jours la presse concernant Haïti, où j'écoute des radios pour avoir des informations sur Haïti. Donc, Donc, de Paris étant, ta fenêtre s'ouvre sur Port-au-Prince. sur Port-au-Prince, c'est pas que sur Port-au-Prince, sur tout Haïti, mais en même Mhm. temps, ça me capable de dire au monde qui vivent dans un ghetto, qui levé matin, il n'est pas comme s'il a qu'à l'école, et s'il a qu'à voir petit à l'école, s'il a qu'à petit la manger, et au monde comme ça qui a envie de quitter le pays, est-ce que je capable de dire monde ça pas quitter le pays? Pas capable de dire ça, c'est-à-dire honnêtement. Et puis, LPD, il y a des gens qui pas dans l'école encore. Oui, C'est mais ça justement, qui est mais la si crise en ce moment. si moun sa ou qui pas quoi dans l'école là, c'est pas faute yo. C'est-à-dire que on pas chercher excuse pour eux non, mais c'est parce que il y a plusieurs bagages qui fait si moun nan, pas quoi dans l'école là. C'est parce que les gens famille, papa, maman a travaillé dur alors que papa, maman était à l'école, mais li ouais, ça n'a pas apporté papa, maman en rien. Et puis, li ouais, tout, bon pays, côté, tellement de corruption dans le pays, il dit qu'il n'a pas besoin de l'école pour le vivre à tel bagaille. Ou bien tout, si mon nan li ouais que s'il gon zam nan men, la capable de kidnapper mon plus facilement. On paquet bagaille qui expliquait ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on a un job, pas nous-mêmes en tant qu'adultes, c'est essayer pour nous faire en sorte que si moun sa capable, pas si moun 2024 là, mais au moins si moun 2030 là, si moun 2035 là, capable de recommencer quoi dans l'école. Et c'est dans ce sens ça, je ne pas senti bien placé pour me dire moun sa yo, ça supposé faire. C'est-à-dire que moun nan, yo ap vive dans une période côté, c'est sauve qui peut. Mais en même temps, ça me capable de dire moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est enraciné au plus profond de moi-même, deux bagages. Un, je l'ai écrit dans un poème déjà, où je dis, on ne quitte pas ce pays. On ne le quitte pas. C'est-à-dire que on a beau partir comme moi, vivre ailleurs et un peu partout dans le monde, mais je traîne toujours Haïti avec moi. Haïti m'habite partout où je passe, partout où je suis. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'on ne peut C'est pas. un pays qui te colle à la peau. Ça me colle à la peau, ça reste en moi et je reviens à mon enfance et à ma mère, par exemple, qui disait toujours, et quand on était gamin, de dire, oui, t'es mettre pot de chapeau, ou à poison quand même. C'est-à-dire que Mhm. partout où je vais, partout où je suis, et je suis haïtien au plus profond de moi. Donc, c'est-à-dire que ce pays-là, on ne le quitte pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un de profondément optimiste. Et je crois vraiment au dicton, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est à nous de continuer à alimenter, à entretenir cet espoir. Même quand on croit que rien ne se passera, mais ça dépend en partie de nous. Si on continue, de toute façon, si nous n'avons gardé la pied en face, tout le monde n'est pas capable de quitter le pays. Donc, c'est que le monde qui est là, c'est pour continuer la bataille pour que le pays vienne vivable, vienne habitable. Et que le monde qui est dehors autour, si est capable de continuer à battre un coup de main à monde qui est en dehors, pour que le pays soit capable de continuer à vivre. Donc, mais ça, je suis capable de dire moi-même en tant qu'haïtien, parce que j'ai espoir ça dans moi-même, jusqu'au bout de moi-même, et penser que un pays qui a réalisé la première grande révolution contemporaine, Mhm. on parlait de contemporain, c'est-à-dire que qui a réalisé cette première révolution contemporaine pour la dignité des hommes et des femmes qui vivaient, ce pays-là, C'est un grand pays. c'est un grand pays, ce pays-là ne peut pas mourir. Et je ne le dis pas pour me gargariser de mots, je le dis parce que j'y crois profondément. Et partout où je passe, j'essaie de le dire. Et quand je dis que
chaque fois que le pays saigne, c'est le cœur de chaque fils et fille d'Haïti qui saigne. Mais de même aussi, chaque fois que l'un de nous ou l'une de nous, et on lui tresse un laurier, reçoit un laurier ou lui tresse un laurier quelque part, eh bien, c'est Haïti tout entier qui C'est est Haïti, voilà, qui est tu vois, récompensé. Voilà. c'est en ce sens-là que je vis, quel que soit ce qui m'arrive, la première chose et à laquelle je pense à Haïti, et je pense à ce pays-là, et je me dis, Ce pays qui te colle à la peau, oui, voilà. au moins, on va parler du pays autrement à travers Ah moi, bien, à voilà. travers Et c'est d'autres collègues aussi. Et c'est pour cette raison, LPD, que je tenais absolument à te recevoir. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je voulais montrer à des enfants du ghetto en Haïti qu'on peut partir du Bel Air, de la rue de l'Enterrement, de Delma, et finir docteur en littérature comparée et prix Goncourt de la poésie. Les rêves ne doivent pas avoir de limite. L'école pour les jeunes qui nous regardent là maintenant est la voie la plus salutaire, la plus digne, la plus lumineuse pour se construire une identité et une humanité. Voilà. Merci encore, d'Alembert. Je rappelle Merci, que merci de on m'avoir a pu reçu. faire. Ce fut un Merci bonheur, hein, comme et toujours. de m'avoir donné la possibilité de partager ce prix avec mes compatriotes. Et rendez-vous l'année prochaine quand tu auras le Nobel. Ah, il faudra d'abord qu'on le donne à Franck Etienne. Après, je commencerai à rire. Si Franck regarde cette émission, il va rire. Merci, LPD. Voilà, mesdames Merci et à toi. messieurs, ce fut un bonheur de vous présenter cette reprise de l'émission Délivrez-vous dans un nouveau plateau, comme vous le voyez. On remercie Max Fellor, hein, qui a conceptualisé tout ce plateau, qui a réalisé l'émission, qui nous a permis d'avoir cet échange avec d'Alembert via Zoom. On remercie Gamin, Fépière, Carlin, Annabelle, qui s'est occupée du maquillage. On remercie l'équipe du montage, et Josué, voilà, qui s'occupe du montage. C'est quand même une grosse équipe qui nous permet d'arriver chez vous et d'apporter de la culture, de l'intelligence, d'apporter une marge, une fenêtre où la culture occupe la première place. Voilà, si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas, gardons bonheur. Et surtout, merci à Patrick Monsignac qui soutient énormément toute la machine Caraïbe qui nous permet de produire des contenus de qualité. Voilà, merci tout le monde, gardons bonheur. Dans le monde, il faut célébrer deux êtres, des livres et vous, gardons bonheur.